Social Design, depuis 1986, est une agence de design d'espace. Notre métier, c'est de concevoir et de réaliser pour les entreprises et les organisations des espaces identitaires, c'est-à-dire des espaces qui correspondent à une dimension sur mesure, soit pour des applications éphémères comme les salons, soit pour des applications pérennes dans le domaine de l'architecture d'intérieur. S'appliquer à imaginer le long terme, c'est-à-dire construire avec son entreprise et les métiers de son entreprise une vision vertueuse de l'impact qu'on peut avoir sur nos activités et même celles de nos clients. Et en même temps, de manière un peu plus pragmatique, pour l'avoir finalement mis en place depuis quelques années, il y a 3 leviers dans la RSE. Il y a un levier de performance, une nécessité de s'améliorer en permanence et d'avoir les outils pour contrôler cette amélioration. C'est aussi un outil d'innovation quelque part, puisque effectivement ça nous pousse sans arrêt à trouver, en ce qui nous concerne, des techniques, des process, voire même des matériaux qui vont nous permettre d'évoluer et de proposer à nos clients des solutions qui sont parfaitement écologiques, RSE et dans le sociétal entre guillemets. Donc effectivement ce deuxième levier d'innovation est important. C'est aussi important pour nos collaborateurs d'aller dans ce sens du long, du moyen terme, avec une idée de leur entreprise qui soit parfaitement intégrée dans la société dans laquelle ils vivent, en minimisant quelque part l'impact qu'on peut avoir sur nos marchés. L'autre effet d'entraînement, je trouve, si je peux ponctuer, c'est aussi sur les parties prenantes, entre guillemets, à savoir comment on met nos clients dans cette dynamique-là, ils ne le sont pas toujours, comment on met nos fournisseurs dans cette dynamique-là, donc les aider vraiment à chercher avec nous des solutions qu'on va pouvoir intégrer à nos aménagements, à nos conceptions. Les syndicats patronaux aussi, on peut parler du MEDEF, mais on est accompagné par une association qui s'appelle le Leads, qui réunit l'ensemble des concepteurs de stands. Et là, il y a un impact métier qui est fort. Et c'est sûr qu'il y a eu quelques acteurs dont nous faisons partie qui avons un peu secoué le cocotier il y a quelques années. Aujourd'hui, on sent une émulation assez forte parce qu'on est sur un métier salon, entre guillemets, qui est quand même marquant au niveau de son empreinte carbone, puisqu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de problèmes de gestion des déchets. Et donc le Leads œuvre beaucoup dans le domaine. Et puis nous, je voudrais souligner que dans les parties prenantes, il y en a une qui nous a beaucoup marqué, c'est Mixer, puisqu'on a été un des premiers adhérents aussi. On y croit beaucoup et c'est quelque chose de très inspirant, Mixer, puisqu'on peut écouter des entreprises qui sont plus grosses que les nôtres, avec d'autres visions, sur des domaines d'activité complémentaires ou complètement différents. Mais ça nous nourrit. Ça nous nourrit. Et je trouve que leur démarche, elle est vraiment très intéressante parce que c'est une démarche de partage. C'est avant tout une conviction personnelle. C'est sûr, et c'est peut-être un élément sur lequel on va revenir, c'est sûr que si un ou les dirigeants n'ont pas dans leur viscère quelque part cette envie ou ces prérogatives sur l'environnement, sur le sociétal et donc sur la RSE, je pense que ça ne tient pas. Ça ne peut pas être porté par autre personne que le top management entre guillemets. En 2004, le Grand Lyon nous a demandé de concevoir un stand entièrement éco-conçu qui faisait la démonstration qu'on pouvait utiliser des matériaux recyclés ou des matériaux recyclables avec une nécessité de traitement des déchets, avec une nécessité aussi de travailler sur des énergies moins énergivores, entre guillemets. Ça nous a positivement marqué puisqu'on a gagné le premier prix à Polytech d'éco-conception de stand. Et à partir de là, c'est devenu un process quelque part. C'est-à-dire que toutes les conceptions qu'on pouvait faire se chargeaient de dessiner et d'aller sourcer chez nos fournisseurs des matériaux et des applicatifs RSE ou écologiques à l'époque, on disait comme ça. Je peux donner 2 autres exemples très concrets. Si je prends un exemple dans l'architecture intérieure, dans le RSE, il y a une nécessité aussi de travailler sur le collaborateur et le bien-être au travail. En ce moment même, on travaille pour Action Logement et sa filiale INNI sur le déménagement du siège social de la Croix-Rousse à Lyon 6e, rue Vendôme, angle rue Vendôme, rue Tronchet. Parce qu'on a eu un écho favorable auprès du dirigeant, enfin des dirigeants, on a intégré un travail sur l'énergie du bâtiment. Et ça a été hyper intéressant parce que ça nous permet de faire une proposition d'aménagement des espaces qui match avec le bien-être des salariés. Parce qu'on a mené des phases d'interview où on a essayé de comprendre. Évidemment, quelqu'un qui travaille dans les RH n'a pas les mêmes nécessités et les mêmes impératifs que quelqu'un qui va travailler au service commercial. Et on a matché le résultat de ces interviews avec un travail sur l'énergie du bâtiment. Et là, on a fait intervenir une consultante, une experte en Feng Shui, qui est une technique chinoise qui a plus de 4000 ans, qui est très courante en Asie, et qui nous a permis de proposer un aménagement par secteur qui correspond à l'énergie même du bâtiment.
Et donc c'est vraiment hyper intéressant parce que les collaborateurs ont été amenés à réfléchir à l'espace où vous allez travailler. Et en même temps, on sait que nos aménagements ont du sens parce qu'ils ont été réfléchis en amont avec les collaborateurs et avec ces techniques-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour nous, puisque le résultat, c'est du bien-être au travail. Et on sait qu'un collaborateur qui est efficace, c'est qu'il est bien dans son espace de travail, qu'il est bien dans son environnement. Ça, c'est un premier exemple concret, on va dire, en architecture d'intérieur. Et rapidement, un exemple dans le stand. On a réfléchi il n'y a pas très longtemps pour une société qui s'appelle Byfuta, qui est gérée par David Wendling, à un stand qui soit un stand sur mesure, facile à monter, utilisé uniquement avec des matériaux recyclés et qui soit déclinable pour être aussi un matériel utilisable dans les magasins. Et donc à partir de là, on a réfléchi à des techniques d'assemblage, il faudrait que je vous montre, hein, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais à des techniques d'assemblage de ces matériaux-là qui sont en bois composite. Il faut savoir que les bois, le sourcing des bois est hyper important dans notre métier, puisque quand on source un bois, il faut qu'il soit idéalement de forêt à déforestation contrôlée, entre guillemets, qui utilise peu d'additifs, peu de solvants. Il y a beaucoup de bois qui ont beaucoup de colle à l'intérieur et qui ne sont pas forcément très vertueux. Et on a mené ce travail-là, puisque pour le dirigeant, c'était en lien direct avec le produit qu'il vend, à savoir des foutas 100% naturels. Et donc là aussi, on se pousse un peu dans on pousse un peu de la conception à faire du 100% éco-conception, de manière à ce qu'effectivement ce soit aussi quelque chose dont l'entreprise elle-même soit fière une fois qu'on lui a vendu ce principe. On s'était évertué à aller jusqu'à la certification 20121. La certification 20121, elle est très lourde. Et aujourd'hui, si j'avais quelque chose d'assez critique à formuler, c'est que pour une structure de 15-20 personnes, c'est terriblement difficile à suivre. Ça nécessite beaucoup de procédures administratives, ça nécessite un contrôle perpétuel de l'ensemble des collaborateurs, et c'est des process qui finalement sont un peu lourds pour une petite structure. C'est un petit peu l'écueil dans lequel nous on est tombé, à savoir, oui, des conceptions, enfin pas des conceptions, des convictions sur l'éco-conception et la RSE, mais absolument vouloir normer cette démarche-là pour pouvoir en afficher la preuve. Pour une petite structure, c'est assez compliqué quand ça va jusqu'à l'ISO 221. Alors il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a un vrai bénéfice, et on ne le dit pas assez, c'est un bénéfice managérial. Dans l'ADN du RSE, quelque part, il y a un levier de management. Et on a réussi à mettre en place quelque chose qui nous permet de nous améliorer de manière continue avec des indicateurs sur nos équipes et sur nos process. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très positif. Et le deuxième élément, on a un retour qui est assez net aujourd'hui. Grâce à nos fournisseurs, en termes de prix de revient, on arrive à faire la preuve qu'un stand éco-conçu, pour prendre l'exemple d'un stand, est à peu près égal à un stand qui ne le serait pas. Mais ces dernières années, ça a été difficile quand même, et les fournisseurs nous ont beaucoup aidés à sourcer ou à intégrer dans leur process des matériaux qui intégraient moins de solvants, qui intégraient des bois à déforestation contrôlée, qui intégraient des éléments écologiques pour le même prix que des éléments qui ne le seraient pas. Et pendant quelques années, on a pas mal ramé, il faut le dire, parce que les budgets de stand éco-conçus étaient 20 à 30% plus chers qu'un budget de stand éphémère classique. Différentes tranches dans notre vie d'entreprise, 2004-2016, on découvre en 2004 l'éco-conception, on sait l'accompagner au niveau des matériaux, comme je l'ai dit, mais au niveau aussi de la main-d'œuvre, qu'on déplaçait moins. Jusqu'à 2016, aller jusqu'au Graal quelque part, à savoir la normalisation ISO 20121, qui est une normalisation RSE liée au métier de l'événement et qu'on peut aussi appliquer au métier de l'agencement. Et en fait, cette normalisation, on l'a obtenue du premier coup et on a une très grande fierté, je vais insister là-dessus, on a été la première agence en France à avoir cette normalisation. Donc c'est un motif de fierté. Ça a été compliqué parce qu'effectivement c'est des process internes comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi lié, cette accessibilité, c'est aussi lié à notre histoire. C'est que quelque part, sans le savoir, on avait déjà intégré dans nos conceptions cette compétence à réfléchir à des événements
ou des architectures qui auraient une traçabilité CO2 ou une trace environnementale minimisée, entre guillemets. Donc c'était quelque part quelque chose qui était rentré dans nos process. Et effectivement, la normalisation ISO 20121 a commencé à nous autoriser à répondre des appels d'offres auxquels on n'avait pas accès auparavant. Et puis ça a été effectivement, à partir de là, avec cette nécessité de s'améliorer en continu, qui est une nécessité qui est imposée par la norme, ça a été quelque chose qui a infusé dans nos équipes comme étant quelque chose qui effectivement est un pilier aujourd'hui chez nous. Le conseil, il est très simple. Les convictions que porte le top management, c'est aussi le top management qui va les faire vivre. Et le relais, il va se faire avec les équipes opérationnelles, mais il va se faire dans le temps et il ne faut pas l'imposer, puisqu'on est finalement sur une démarche qui est presque philosophique. C'est-à-dire que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on imagine l'entreprise à long terme, on imagine l'évolution de son entreprise, mais aussi de son métier et de son secteur. Et quelque part, le dirigeant ou les dirigeants ne peuvent pas s'extraire d'un discours permanent qui tenterait à faire infuser ses convictions auprès de ces équipes-là. Et nous, très vite, on a pensé que les relais pourraient être pris, mais quelque part en les dictant. Mais en fait, ça ne se dicte pas. On a des gens en interne qui se révèlent. Et ça, je pense que le conseil à donner, c'est avoir la capacité, quand on est dirigeant et qu'on porte ses convictions, avoir la capacité à, quelque part, interviewer ses équipes, à les interroger. Comme on l'a dit en préambule, deux grands applicatifs à notre métier de designer d'espace. Un applicatif salon, pas besoin d'aller dans le détail. On aura été les premiers impactés par la crise du Covid, sachant en plus que nous, on a une agence à Shanghai. Donc dès janvier et février, on a vu arriver des événements qui s'annulaient en zone asiatique. Contrairement aux commerçants, on n'aura pas repris pendant l'été. Et là, la meilleure des hypothèses, c'est une reprise des salons à juin ou même septembre 2021. Donc ça va être très long. Après, nous, on a l'activité architecture intérieure. Et donc là, on a des entreprises qui, quelque part, nous font travailler. Mais c'est marrant parce que les cahiers des charges ont évolué depuis la crise. Ça va rejoindre le motif de notre entrevue aujourd'hui. On retrouve dans les cahiers des charges des entreprises le besoin de construire pour leurs collaborateurs des espaces entre guillemets identitaires. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises comprennent que leurs collaborateurs vont moins venir au siège social, mais par contre elles veulent y venir mieux entre guillemets. Donc retrouver des espaces peut-être plus sur mesure, plus conviviaux, qui effectivement vont être en lien avec l'ADN de l'entreprise, mais qui permettent aussi aux salariés de vivre un moment ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Et puis, deuxième conséquence positive, même si c'est une pandémie, on ne peut pas trop parler de choses positives, mais sur notre activité, les cahiers des charges évoluent aussi vers une nouvelle norme de travail avec des espaces de coworking ou des open space qui vont être réfléchis différemment, puisqu'il y a de la distance, mais aussi puisque, à un moment donné, on se retrouve à travailler les espaces avec une norme qui est complètement différente de celle d'avant Covid. Donc on est en train, je ne pourrais même pas le définir aujourd'hui, mais on est en train de définir l'espace de travail de demain.